a song of you. It's an old sweet song. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple africain, je vais ici vous parler d'une histoire d'Afrique, de l'Afrique noire, de l'Afrique nord, de toutes les Afriques, de ses rencontres avec la France, l'Occident européen. Mesdames, Messieurs, cette Europe qui a été au cœur de l'esclavage en Afrique noire. Et n'oublions pas la colonisation. Et puis aujourd'hui, le néocolonialisme qui est d'ailleurs entretenu, mais non plus par les Européens occidentaux, mais par les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire, ces lettrés, soi-disant cadres civils, politiques et militaires, qui sont à ce pouvoir, qui entretiennent encore les néocolonialistes. Sinon, ça se serait. Parce que cette histoire d'Afrique, elle aurait pu déjà se terminer. Cette histoire coloniale aurait pu déjà se terminer depuis les indépendances de cette même Afrique. Mais elle est toujours là, présente cette histoire coloniale. Et néocolonialiste d'ailleurs. C'est qu'on voit de moins en moins en Asie, en Inde et dans beaucoup de pays arabes et compagnie. Mais cette histoire du néocolonialisme qui se passe en Afrique noire est aujourd'hui augmentée et entretenue par les Africains eux-mêmes. Eh bien oui, par les Africains eux-mêmes. Il s'agit bien sûr d'une anthropologie politique, socio-économique et compagnie un peu spéciale. Comment un peuple, une race qui n'est pas en mesure de se défendre ses intérêts et toujours trouver les boucs émissaires. Oui, au départ on suit les Arabes et puis arriver les Européens. Aujourd'hui c'est la Chine et d'autres. Toujours la culture des boucs émissaires, même à l'échelle continentale, c'est-à-dire des problèmes des tribus. Oui, des ethnocentrismes, de la géopolitique, oui, toujours les boucs émissaires. L'Afrique est restée toujours dans les boucs émissaires. En réalité, les gens ne sont pas capables d'agiter la raison, mais ils préfèrent jouer la culture des émotions. Donc on ne construit pas un avenir dans les émotions. Et c'est les raisons pour lesquelles l'Afrique s'enfonce. Mais nous, le but est aussi d'alerter, d'éveiller les consciences pour que se dire que nous avons qu'une planète finie. On ne va pas détruire le monde comme ça. On sait bien que ce peuple noir africain n'est pas en mesure de défendre ses droits et libertés et compagnie. Sinon, ça cesserait. L'Afrique est devenue un terrain de jeu de puissance militaire, économique et autres, puisqu'il y a toujours ces Africains. Je pense que moi, tout individu libre et dégagé, et oui, on ne rentre pas chez vous comme on rentre dans un moulin. On peut rentrer chez vous soit par un cambriolage, par effraction, on cambriole la porte ou fenêtre, autres. Oui, ça on peut ne pas comprendre, mais quand cela se devient répétitif, à un moment donné on se demande qu'il y a un souci. Pourquoi tout le monde rentre chez vous comme on rentre dans un moulin? Et vous êtes là même à accompagner les cambriolages. Donc il y a un problème. Est-ce que c'est la faute des autres ou c'est vous-même? Donc il faut voir votre fort intérieur. Au niveau anthropologique, anthropologie sociale, au niveau des principes, valeurs, et transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de savoir-faire, du sens de l'intérêt général, oui, du but même de la condition humaine ou sociale, et voire existentielle, que ce soit le cadre de vie, les normes d'hygiène, l'infrastructure durable et compagnie, tout ça, repensez vos écosystèmes culturels et sociétaux. Mais vous qui ne sont pas en capacité de répondre à ça, ils sont toujours en train de laisser
les autres gérer vos écosystèmes. Et on est toujours là en train de chercher les commissaires, et bien entendu, bon, la nature a horreur du vide. Et si vous laissez le vide aux autres, ils vont en profiter. Donc, à vous de comprendre. Mesdames, Messieurs, cela étant, donc moi, je suis dans l'esprit de la libre pensée, de la libre conscience. C'est-à-dire, pour moi, la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit. Intellectuelle, politique, raciale, ethnique, et tout ce que vous connaissez de l'appartenance. Donc, je garde toujours ma liberté de conscience au-dessus. Je peux certes avoir une émotion, mais je reviens toujours au cœur de la raison, pour comprendre les enjeux majeurs, les problématiques majeures. Et dans ce monde qui est parmi nous, qui va de plus en plus déclassant, et parce que nous ne sommes pas capables de penser les enjeux majeurs existentiels de l'humanité et dans la société et la civilisation sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, j'ai posé la question de savoir pourquoi la France a-t-elle impunément assassiné 22 présidents africains? Et pourquoi faire? N'oublions pas les plus de 750 intellectuels, cadres civils, politiques et militaires qui ont été dans la mêlée de ces processus d'assassinat. Oui, africains, ils ont perdu beaucoup de cadres politiques, intellectuels et autres. Bien sûr que SSMM était là pour apporter le but de la démocratie et autres. Bon, on peut ne pas comprendre. Parce qu'on a vu que bon, chaque fois que les Africains arrivaient au pouvoir, ils dérivaient soit vers une dictature ou aujourd'hui on parle aussi de démocratie, condensation, pseudo-démocratie plus dictature. En réalité, il n'y a pas de démocratie en Afrique en ce moment. Parce que les gens n'ont pas encore franchi certaines barrières. Là-bas, oui, les barrières de la raison, les barrières de l'esprit critique, les barrières de la conscience de ses actes, ses habitudes et comportements. Oui, on est conscient de ses actes. On sait qu'on vient, on n'est pas président, on le devient. Donc le pouvoir politique est accidentel. Donc si je viens pour construire. Pourquoi chercher à modifier les constitutions autres pour se maintenir? Bon, coûte que coûte. Donc, étant donné l'image de la respectabilité interraciale et qui impacte cette Afrique. Mesdames et messieurs, oui, parmi ces valeurs, oui, la transmission des valeurs de liberté, de dignité, du savoir-faire et compagnie. Oui, l'Afrique noire résiste encore à l'idée même de la civilisation. Parce que le pouvoir est d'abord tribal, ethnocentrique, n'oublions pas l'histoire maintenant des religions et compagnie, des intérêts particuliers partisans, et voilà, donc ça devient un bouillon de culture et pathogène pour l'Africain. Donc l'Africain lui-même se déclasse. Oui, la question que j'ai posée. Donc je vais vous mettre, écouter la vidéo qui a été publiée par le site qui s'appelle Top Afrique. Afrique avec K à la fin. Afrique. C'est une vidéo publiée le 14 septembre 2017 sur 22 présidents africains assassinés par la France. Moi, je ne veux pas prendre ça comme information brute. Je veux comprendre quoi c'était, ils ont été assassinés, quels étaient les enjeux et compagnie. Et après, voilà. Donc, je vais vous laisser avec cette vidéo après. Mais avant de laisser cette vidéo, je veux vous expliquer pourquoi ces présidents ont-ils été assassinés. Mesdames, Messieurs, vous savez que jusqu'à la première guerre entre la Prusse, l'actuelle Allemagne, et la France, c'était en 1871, sous Napoléon III. Il y avait quand même deux puissances coloniales du monde. Il y avait la France et la Grande-Bretagne. N'oublions pas les autres. La première guerre de la Prusse entre la France et la Prusse, l'actuelle Allemagne, fut gagnée par l'Allemagne. Bismarck convoqua la conférence de Berlin pour partager les gâteaux Afrique. Et la conférence de Berlin, oui, c'était le premier ordre mondial. Ces conférences, en fait, commençaient, on parle des conférences de 1885, sans aller au détail,
de tout ce qui s'est passé. Cette conférence, voilà, donc, commençait déjà en novembre 1884, elle se termina en février 1885. L'idée clé, c'était le discours de Jules Ferry à la politique coloniale française, c'est-à-dire préserver les intérêts de la France en maintenant tous ces enjeux des territoires maritimes, comme on voit les colonies françaises du monde entier, et voilà les terres, voilà. Bon, on ne va pas rentrer en détail. Avoir l'espace vital, des ressources et compagnie. Donc l'idée, l'Allemagne a bien compris d'ailleurs. Donc le partage du monde fut fait. Et donc le gâteau fut partagé, le gâteau Afrique. Bon, les plus grands bénéficiaires fut d'abord la France, malgré la défaite qu'il avait eue avec l'Allemagne. Oui. Bon. Et puis le deuxième gâteau, c'est revenir à la Grande-Bretagne. Et le troisième gâteau, c'était le Portugal. Et puis l'Allemagne, bien sûr. Le quatrième, après les autres, c'est-à-dire la Belgique, l'Espagne, l'Italie, et voilà. Donc ils ont eu là un petit voilà, morceau. Bon, rappelons que jusqu'en 1922, la France était la langue des traités, tous les traités internationaux étaient en français. Ce n'est qu'après la conférence de la Société des Nations, à la fin de la Première Guerre mondiale, et c'est là que la France perdra son hégémonie des traités internationaux. Donc c'était une transformation des traités internationaux en français sont revenus en anglais à partir de 1922. Revenons sur l'avant. Donc, après nous avons eu la Première Guerre mondiale, bien sûr. Oui, la deuxième guerre de la Prusse et la France, c'était la Deuxième Guerre mondiale. La première guerre entre la France et la Prusse a gagné, c'est-à-dire l'actuelle Allemagne. La deuxième guerre entre la France et la Prusse, c'est-à-dire l'Allemagne, c'était la 14-18. L'Allemagne avait perdu parce qu'au départ, bon, ben, il y a eu la coalition et autres. Bon, donc la France sort victorieuse de cette guerre, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Et oui, avec l'accord des Alliés, excusez-moi, l'accord des Alliés est venu des États-Unis, du Canada, de Nouvelle-Zélande, de l'Australie, partout, ils sont venus se battre pour la France. Ça, il faut voir dans tout l'Est de la France et tout le Nord de la France. Il y a des journées de commémoration pour la Grande Guerre. Ils n'avaient pas gagné tout seul, toute cette guerre. Bon, ben après, bon, ben, la Société des Nations, l'Allemagne perdra toutes ses colonies. Mais, ce qu'il faut dire, l'Allemagne, c'est pas grave. Mais malgré qu'ils avaient perdu toutes ses colonies, en 1918, à la Société des Nations, les années 1922. Mais la France, l'Allemagne a réformé ses mentalités, que nous n'allons plus défendre de nos colonies. Il faudra tout repenser. Le dynamisme allemand, qui est toujours d'actualité, toujours 4e rang mondial et première puissance économique d'Europe. Mais ce qui n'est pas la France. Bon, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. La France est en puissance contre... oui, la France, malgré qu'elle a perdu ce rang des traités internationaux, mais elle est toujours là avec la Grande-Bretagne et un troisième élément qui arrive, c'est les États-Unis d'Amérique. Oui, les États-Unis d'Amérique deviennent le troisième dans l'affaire. Donc ça devient France, Grande-Bretagne, les États-Unis jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que je dis? Bon, la Deuxième Guerre mondiale se passe et l'Allemagne est vaincue. Et là, la France avec son passif, avec toutes ses colonies et autres. Mais la France n'était plus rien. Hein. Nous étions général de Gaulle, mais la France se serait déjà perdue. Hein. Il serait déjà perdu. Mais il a eu quand même un talent, il faut le dire. Général de Gaulle là, c'était quand même quelqu'un de bien. Il a joué vraiment les stratégies pour protéger la France. Il faut le dire, du point de vue de la... Comment on peut dire ça? De la raison intellectuelle, ou comment on peut dire, le terme m'échappe, oui.
il était quelqu'un de stratégique. Sinon, la France serait déjà perdue. Et donc, malgré que la France ait perdu la guerre et qu'il fut sauvé par les alliés européens, et les Russes, l'Angleterre et les États-Unis et ses alliés. Bon, bref. La France sauva ses colonies. Mais en contrepartie, on leur a donné des rôles et des missions. Parmi ces missions qui couvrent le deuxième ordre mondial, qui est toujours appliqué d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ce deuxième ordre mondial est toujours appliqué aujourd'hui. Parmi ces deuxième ordre mondial, c'était l'idée que il y avait déjà les mouvements indépendantistes ou même des droits civiques aux États-Unis partout là. Voilà, on était dans l'esprit de des libertés fondamentales, vraies libertés et autres, les problèmes des peuples et autres. Donc ça a commencé à déranger. Rester dans l'esprit colonial et comme ça, donc c'était sale, c'était pas bien. Même les Américains, la plupart sont venus d'Europe et ils fouillaient tout ce qui s'est passé en Europe pendant ces années-là. Du 15e siècle jusqu'à nos jours. Voilà, donc ils sont rentrés là-bas, donc c'est des gens libres. Donc ils ne comprennent pas qu'on restait dans l'esprit colonial. Donc malgré que, aussi il y avait l'histoire coloniale là-bas, ou comment on peut dire, des ségrégations raciales aux États-Unis, il faut les retenir, jusqu'aux années 60. Mesdames et messieurs, oui, ceci dit, donc la France sort quand même quelque part, sauf son rang mondial, et à cause de cette Afrique. Donc on dit, vous allez devenir le gendarme de l'Afrique. Hein? Vous allez devenir le gendarme de l'Afrique. 2, vous allez construire des bases militaires, vos bases militaires qui sont déjà, la plupart c'était colonial. Donc vous allez entretenir ça pour maintenir ce rang-là. En réalité, il faut le dire, on est entre occidentaux, entre blancs, entre européens, entre les races blanches. On fait le jeu entre nous, malgré tout. Donc européens et nord-américains blancs. Donc on est entre nous. C'est nous qui dominons le monde. Donc on peut faire le jeu. Donc on vous donne le rôle de gendarme de l'Afrique. Deuxièmement, on vous donne le rôle du FMI. C'est vous qui allez être le patron, les maîtres du FMI. La Banque mondiale, c'est le monde anglo-saxon. Et le FMI, c'est le monde francophone, dans la France. On a donné aussi le droit de veto. Ben oui, le droit de veto. Et voilà, le droit de veto. Il y a un autre truc que j'ai oublié, qui est là, j'ai écrit en petit, j'avais l'idée dans la tête. Hein, bon. Donc, gendarme de l'Afrique, FMI, droit de veto, et plus quoi, je ne sais pas, bref. C'est un truc que j'ai écrit, que je ne vois pas, c'est que... ça veut dire que, je ne lis pas, parce que d'autres disent que est-ce que j'ai exporté, voilà. Je réfléchis vite, c'est un article que j'ai publié, j'ai réfléchi ça il y a 30 minutes. Hein. Bon, je ne trouve pas le mot, mais il est là, hein, voilà, attends. Vous pouvez voir là, je ne sais pas, vous pouvez voir. Non. Ah, j'écris mal, je suis comme un médecin. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, bon, bref. C'était là. Ça, c'est la vérité. Donc, après, il y a eu ça, après ça, il y a eu les mouvements de décolonisation, c'est-à-dire les gens ont compris, par exemple l'Algérie, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Algérie a commencé à demander son indépendance, puisque la France l'avait envoyé en 1830. Donc il demandait, donc il a commencé la bazar des trucs de l'Algérie, de 1946 jusqu'à 1962. Hein. Donc les Algériens, quelque part, ils avaient arraché leur liberté et dignité, qui sont toujours sensibles entre la France et l'Algérie. Ils se respectent mutuellement parce que les Algériens n'ont pas acheté leur indépendance, ils l'ont mérité. Et c'est les raisons pour lesquelles ils seront toujours capables de montrer que oui, nous sommes capables. Eh bien oui. Après, il y a eu la guerre du Vietnam, d'Indochine, et avec tout ce qui s'est passé. Bon, la décolonisation, on arrive aux années 60 parce que, à un moment donné, puisque la France, vous voyez, avec ses droits de veto, la France devait avoir voilà les termes que j'ai trouvés. C'était avoir les voix au niveau du Conseil de sécurité. C'est-à-dire pour avoir les droits de veto,
et tout ça, les droits des conseils de sécurité, il faut avoir plusieurs voix. Donc c'est les raisons pour lesquelles la France, la France était obligée d'accélérer la décolonisation de l'Afrique noire des années 1958. L'histoire de Sékou Touré, bon, c'était vraiment des prétextes. Hein. Bon, si la France voulait maintenir Sékou Touré, là, il serait là. Hein. Oui, c'est un CGTiste, un gars de la CGT formé ici à Montreuil, à deux pas de Paris 20e, à l'est parisien. Bon, on l'a compris, bon, c'était, bon, cette histoire-là, on peut aller en détail entre général de Gaulle et Sékou Touré. Ben, je pense qu'il y a plein d'histoires, on pourra dire beaucoup de choses là, sur cette histoire-là. Mais en réalité, bon, De Gaulle avait quand même un cerveau, il avait un âme et une conscience, il a dit, oui, bon, ben, il s'est affronté à moi, bon, je le laisse. Mais si c'était ailleurs, bon, voilà. Mais pourquoi il y a eu la guerre d'Algérie ou de Chine, alors qu'un simple noir qui n'avait même pas d'armée, on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Est-ce que ce fut un prétexte en 1956? On ne sait pas. Bon, il n'était pas encore là, bon, ouais. Bon, après, bon, la décolonisation, donc la France a décolonisé ses colonies. Donc, il a plein de pays, plein de voix. Et donc, pour maintenir ces voix, donc il faut les maintenir, il faut contrôler la source de ces voix. C'est-à-dire qu'ils sont ces gens-là. Donc, on va les tenir, ils ne vont pas être en conscience réfractaire ou se révolter contre nous. Sinon, la France perd son droit de veto. Et compagnie, c'est la dernière. La dernière. Donc, la France maintient ses colonies d'Afrique à cause de ses droits de veto. Premièrement. Après, arrivé le magot Fonseca. Oui, qui livre aussi. Bon, c'est aussi un magot. Oui, donc en plus, tous ensemble là, et la France-Afrique, la source d'approvisionnement en matières premières, surtout les sources d'énergie, voilà, et compagnie, dont le pétrole et les nucléaires, les matières fossiles et compagnie. Donc c'est tout un enjeu. L'Afrique, comme disait Mitterrand d'ailleurs, Chirac et tous les autres, ils mettaient ça à cause de ça. Mais qui ont été ça? Je ne sais pas, la France. C'est ces mêmes intellectuels, cadres politiques, civils et militaires qui sont là. Et moi, j'ai été étonné, mais je n'étais pas étonné. Déjà, moi, à la faculté des sciences, à l'université Maringouabi, avant d'aller enseigner au lycée à Daporouge, là, à Brazzaville, Chamnad, moi, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse là-bas. Mais j'avais des gens qui venaient de France, qui nous parlaient de ces choses-là. On était au cœur de l'intellectualité pendant ces années, avant la fin de la guerre froide. Donc, on était au courant, moi, j'étais au courant. Toute cette guerre froide et tous ces processus-là, je dirigeais le mouvement de jeunesse là-bas. Donc, moi, c'était même auparavant. Déjà au lycée, j'avais des gens qui venaient, qui parlaient de cette géopolitique. Je lisais déjà chez les Sœurs Pernay. Et vous connaissez les Sœurs Pernay à Makwa. Derrière le lycée l'école primaire Henri III. Le Makwa, ce fut le premier centre d'intellectualité du Nord. Jusqu'aux années 1990, c'était le seul lycée au nord, c'était à Makwa. Tous les infrastructures du nord, c'était à Makwa chez moi. Sur l'équateur, au Congo-Brazzaville, il y avait tout là-bas. Donc au moment que les gens allaient faire leurs trucs, voilà, même si j'étais entre l'école, la pêche, la chasse et autres, mais j'allais toujours lire ces trucs-là. J'ai compris ces choses-là du point de vue, on réfléchissait sur ces problématiques et je disais des choses. J'ai compris ça, c'est une culture qui est depuis. Donc il ne s'agit pas que je connaisse ce milieu, non, j'ai simplement lu. J'ai simplement douté comme un intelligent. Un être intelligent, c'est toujours douter et réfléchir et raisonner, penser. Donc j'ai plein d'informations sur cette histoire. D'où l'enjeu de comprendre les enjeux. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Parce que si vous ne comprenez pas les choses, vous allez réagir par émotion. Non, réagissez pas par émotion. Donc aujourd'hui, je vous informe que la France, en voulant neutraliser la plupart des présidents africains, qu'ils soient du bloc francophone, ou anglophone, ou lusophone, ou hispanique, même arabophone et compagnie. Mais quel droit, quelle puissance la France a-t-elle eu? Parce que c'était le rang mondial qu'on lui avait attribué à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce rang-là qui nous appelions aujourd'hui l'ancien ordre mondial, puisqu'il est arrivé des puissances émergentes et compagnie. Donc ils cherchent à modifier, mais le rang est toujours là parce qu'il faut maintenir les intérêts occidentaux contre le reste du monde. Et envoyer tout ce qui reste, les parallélismes entre les puissances. Les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Mais il faut trouver le juste équilibre et comprendre ça. Mais en réalité, c'est pas ça. Ça, on s'en fout de ces puissances. Parce que cette humanité n'est qu'à ses débuts. Au niveau des
des mélanges de ces histoires-là. Il y a encore juste en 2100, 2150, 200, 2300, 1400. On ne sait pas ce qui pourra arriver avec ces conséquences et ces contentieux historiques et qui sont en train d'être livrés aux yeux du monde. Déjà au niveau des familles. Parce que ce que je vous dis, c'est des agents secrets, c'est des gens qui ont fait des programmes pour aller assassiner des gens. La plupart de ces familles, c'est des présidents autres, c'est des intellectuels, ils ont des petits-enfants autres. Mais c'est encore des rapports de force. Au moment où ça va changer, peut-être que d'autres ont déjà réglé leurs comptes avec ces gens-là de France ou de tout ça. C'est un enjeu majeur qui va encore traverser le siècle et même au prochain millénaire. Et si nous ne comprenons pas ces enjeux, il ne faut pas réagir par émotion. Il faut comprendre les profonds. Donc je vous dis que la France cherche à sauver son rang d'abord européen puis mondial. Et surtout les premiers problèmes et problématiques des droits de veto. N'oublions pas ses intérêts économiques, d'une puissance économique. Mais bien sûr que la France ne s'est pas affranchie de l'Afrique comme l'a fait d'ailleurs l'Angleterre. Au point politique, il laisse faire le bloc anglophone au niveau des choix de leurs gouvernants et autres. Mais la Grande-Bretagne est toujours là au point économique. Mais ce que la France ne fait pas. La France s'immisce ou des ingérences tant au niveau politique, économique et tout sur tous les plans. Orienté, on n'a pas d'État. Les États sont maîtres de la France. Ou sous le prétexte de la francophonie et autres. D'où l'enjeu qui commence à déranger plus un. Donc il s'agit bien sûr des réformes, des mentalités, des habitudes, des comportements. Donc ce que vous allez entendre est horrifiant. Vous n'allez pas voir. La vidéo s'appelle, si vous allez sur YouTube, vous tapez 22 présidents africains assassinés par la France. Dans le site de Top Africa. Au moment où je vous parle, il y a 19 713 vues. Bon, avec 150 M, 151 M et 21 qui contestent. Bref. Donc je vais laisser ça. Bon, donc comprenez ça. Donc il faut avoir un petit peu de hauteur, comprendre les gens. Il ne faut pas prendre les formations brutes. Donc il faut comprendre que c'est... Voilà. Donc la France ne peut rien faire. Ici, ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, l'Afrique, là-bas, francophone, a tout, surtout l'Afrique francophone, a tout perdu. Mais elle n'a plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Parce que si ces choses-là, ces équilibres reconnaissent, parce que ce n'est pas les mêmes droits fondamentaux, les droits, les autres, et tout est à repenser là-bas, à réformater. Mais ce n'est pas les intelligences. Tous ceux qui sont venus lutter pour avancer cette Afrique, même certains ont été un peu plus réactionnaires, indépendantistes, nationalistes, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il y a des nationalistes ici en Europe. Il y a des indépendantistes ici en Europe. Il y a tous ici, mais pourquoi on nous empêche là-bas? Mais il y a qu'ici qu'on veut encaisser et regarder les mouvements d'extrême droite et tous les trucs ici, on regarde. Mais nous là-bas, non. Chaque fois qu'on tue. Mais accompagné bien sûr par les Africains eux-mêmes. C'est les raisons pour lesquelles il faut mesurer parfois vos fréquentations, vos gars, parce que l'Afrique n'est pas bon. L'ennemi de l'Afrique reste l'Afrique. L'ennemi de l'Africain reste l'Africain. Parce qu'il y a une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'Afrique. Parce que parmi ces gens assassinés, je vous dis, au cœur de ces complicités et autres, à 99% du cas, c'est toujours les Africains eux-mêmes. Donc ça ne sert à rien de voir ça comme avec émotion. Non. Moi, je vois ça dans les situations majeures, anthropologiques et autres, avec ces conséquences qui vont exister dans l'espace et le temps. Et souvent on dit, on peut tout fuir, mais sauf sa conscience. Mesdames et messieurs, je vous laisse d'abord avec cette vidéo et après, nous en parlerons après. Bienvenue sur Top Afrique. Depuis le début des indépendances, plus précisément à partir de 1963, plus d'une vingtaine de présidents africains ont été éliminés. Nombreux d'entre eux sont évincés par leurs amis ou compagnons d'aventure en complicité avec les puissances coloniales européennes. Nombreux de ces présidents africains liquidés durant la période de 1963 à 2007 sont reprochés des faits qui, à bien voir, sont des pseudo-problèmes. Seuls les commanditaires de ces meurtres savent la vraie raison de ces faits. Ils sont au total 22. « 1963, Sylvanus Olympio, président de la République du Togo. 1966, John Aguiyi Ironsi, président de la République du Nigeria. 1969,
Abdirachid Ali Shermake, président de la République de Somalie 1972, Abdelhamid Karimé, président de la République de Zanzibar 1975, Richard Ratsimandrava, président de la République de Madagascar 1975, François Ngardet Tombalbé, président de la République du Tchad 1976, Murtada Rama Mohamed, président de la République du Nigeria 1977, Mariam Bouabi, président de la République du Congo-Brazzaville 1977, Teferi Bont, président de la République d'Éthiopie 1978, Ali Swabin Sachiwa, président de la République des Comores 1981, Anwar el-Sadat, président de la République d'Égypte 1981, William Richard Foster, président de la République de Libéria 1987, Thomas Sankara, président de la République du Burkina Faso 1989, Ahmed Abdallah, président de la République des Comores 1989, Samuel Kanyangwe, président de la République de Libéria 1992, Mohamed Boudia, président de la République d'Algérie 1993, Mekiom Dabeye, président de la République du Burundi 1994, Cyprien Taryamira, président de la République du Burundi 1994, Juvenal Habyarimana, président de la République du Rwanda 1999, Ibrahim Barima Inassara, président de la République du Niger 2001, Laurent Désiré Kabila, président de la République du Congo-Kinshasa 2009, Jules Bernardo Vieira, président de Guinée-Bissau et tout récemment 2012, Muammar Kadhafi, président de la République du Libye, assassiné par le CNT de la France. Nazagouani.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que pensez-vous de tous ces assassinats de présidents africains? Vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager la vidéo. Merci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde libre, vous venez de comprendre les enjeux. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez avoir une émotion ou dire que bon, ben, c'est tous des criminels. Vous savez que quand on défend un État, et surtout un ordre, voilà, donc il arrive ces problèmes-là. Donc moi, le problème que je dis toujours à la France, mais pourquoi n'est pas en mesure de penser ces mentalités par rapport à ce que l'Allemagne a déjà fait et aussi la Grande-Bretagne et d'autres. Il n'y a aucune puissance européenne qui a sa monnaie en Afrique noire. Aucune puissance européenne qui a ses bases militaires en Afrique. Donc qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que la France, elle reste toujours le cheval de Troie? De ce déclassement, de cette déshumanisation, de ce déclassement général. Donc on se demande. D'où l'enjeu de dire toujours à la France, parce que je comprends les enjeux. D'où l'enjeu comme à vie, à bicyclette. Regardez l'équilibre, il faut avancer. Mais non, avancer c'est d'abord là, au niveau des mentalités, trouver comment nous allons faire ça, parce que tout n'est pas immuable. Des choses peuvent à tout instant se verser comme ça et on ne sait pas là. Et étant donné qu'il y a des puissances économiques nouvelles qui arrivent avec des technologies nouvelles et les moyens de formation de ces élites africaines et de tous les coups bas, même si la France peut toujours s'entourer des soi-disant blocs occidentaux, mais il n'y a que des blocs occidentaux qui est la race blanche. Si on reste là. Parce que ce monde occidental, surtout américain et canadien, n'est plus que blanche, les races blanches. Donc, c'est aussi les enjeux. Vous avez protégé vos intérêts en tenant compte de cette omerta blanche européenne. La blanche, les noirs, on parle que de ça, mais en réalité, là-bas les gens ont tout perdu. D'où l'enjeu de penser. Comment nous allons mettre hors d'état de nuit, c'est mauvais. Dictateurs qui ont suivi tout en travaillant petit à petit, ou en colmatant, ou je sais pas, selon ses plaies, doucement, parce que si ça revient, je vous dis sincèrement, le monde a changé, l'Afrique a changé, il va changer tout au long du XXIe siècle. C'est des gens qui auront d'autres mentalités, et notamment acquis par ce mélange, cette interdépendance, cette culture globale. On a commencé par la civilisation 1.0. Aujourd'hui, on est à la civilisation 2.0. Donc, nous allons vers la civilisation 3.0. Et voilà. Mais
Là-bas, les gens ont tout perdu, ils n'ont plus rien à perdre, mais il reste encore ces écosystèmes qui sont encore riches, il faut le dire. Mais d'où l'enjeu de la France de construire ce dynamisme francophone en disant non, on n'a plus d'intervention politique, on laisse la nature faire les choses comme elle les fait, mais nous on surveille nos intérêts. Parce que les gros poissons, toujours manger les petits poissons. Ça c'est sûr. C'est à eux de trouver des stratégies pour se défendre contre les gros poissons. Et parmi ces gros poissons, il n'y a pas que la France, il y a d'autres requins et autres qui guettent aussi. Donc d'où l'enjeu de voir ça, parce que quand on parle de l'Afrique francophone, le premier espace linguistique en Afrique qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs, dictateurs, des ogres, liberticides, antisociaux et cryptogènes, et voire confiscatoires. Ils ont tout déclassé. Tous les génocides qui se sont passés en Afrique noire, la France a été toujours derrière, suite à ce rang mondial. Et que les gens cherchent à déjouer ce rang mondial. Et quand vous avez perdu ce rang mondial, qu'est-ce que vous allez faire? Avec tous les coups sociaux et autres, vous allez faire quoi? Donc, d'où l'enjeu de penser aujourd'hui comme gouverner, c'est anticiper et compagnie. Donc, vous devez anticiper. Parce que les conséquences seront catastrophiques. Parce que vous avez des coûts sociaux, économiques ici énormes. N'oublions pas déjà des problématiques énergétiques, des matières fissiles et nucléaires qui vont avoir des impacts énormes. Des problèmes des coûts, retraites et compagnie énormes. Des droits sociaux et compagnie. Donc repensons ça ensemble pour avancer. Je ne fais qu'un conseil. Et si on ne m'écoute pas, c'est pas grave. Moi j'aurais pu déjà être là-bas, au pays dans ces armes. J'ai compris que c'est pas un monde qui est bien. Je saurais que le jour où je sais que j'ai à la tête de ce pays quelqu'un qui a les principes et les valeurs, on pourra repenser ce monde-là ensemble dans cet écosystème. Parce que de toute façon, ces crimes se sont passés à un moment donné. Il y avait ça. Les derniers, c'est au début de la civilisation 2.0. Mais SC va encore continuer à faire ça. Mais il peut continuer à tuer. Mais non, aujourd'hui, même les noms, il y a des gens qui ont des noms de ces agents qui ont tué les gens en Afrique. On ne sait pas comment va se terminer au niveau des familles. Étant donné qu'on connaît les trucs, c'est des secrets. Certains seront même au service français qui vont avoir affaire à ces dossiers. Ah oui, c'est lui qui avait tué mon père ou mon ceci, telle année, double nationalité, compagnie. Non. Changeons de mentalité, d'habitude et de comportement. L'éducation, éducation, éducation, éducation. Marquez les enjeux majeurs. Et nous devons repenser le monde de demain dans ce cadre. Je vous remercie et à bientôt.